Bienvenue dans cette présentation de l'utilisation de variables au sein des applications Canvas App de la Power Platform. Avant de commencer, on va faire quelques petites remarques quant au débogage des variables. En effet, pour mettre au point vos variables et réaliser des tests dans de bonnes conditions, il y a 2-3 petites choses à savoir. On va commencer par évoquer la nécessité de forcer OnStart dans le cadre du démarrage d'une application. Allons jeter un petit coup d'œil. Nous voici ici dans le cadre d'une solution Xtra. Nous avons ici une application de Canva qui nous attend. On va demander donc à l'éditer. Bien, nous voici dans l'application. Il n'est pas nécessaire ici de la détailler pour l'instant. On va simplement préciser que quand on met au point une application de Canva, on a ici l'objet App qui est représenté et ça va permettre, en passant par la section Advanced, de définir du code soit sur OnError, soit sur OnStart. OnStart représente l'événement de démarrage de l'application Canva et cela n'a lieu donc qu'une seule fois, au moment où l'application se lance. Mais quand on est dans le studio ici de la Canvas App et qu'on fait différents tests, notamment en utilisant le bouton Play, ceci ne relance pas le OnStart. Sur l'objet App ici, le petit menu contextuel nous permet de demander l'exécution de OnStart pour justement rejouer le code qu'on s'attend à voir jouer lors du premier lancement de l'application. Autre élément également à tenir en compte lorsque l'on veut déboguer ces variables, c'est la possibilité qu'on a d'afficher les variables dans le studio de Canvas App. Ainsi, le menu View qui est ici offre notamment la capacité de voir les variables, et on le reprendra quand on fera nos manipulations, mais nous avons ici de quoi observer différentes portées de variables et leurs valeurs. Alors c'est très intéressant pour savoir si elles ont bien reçu une valeur, et également pour savoir quelle est la nature de la valeur, et quelquefois pour découvrir que ce n'est pas une valeur qu'on a reçue dans une variable, mais c'est quelquefois un objet complet, et donc il va falloir creuser un petit peu plus. Enfin, on citera quelques événements clés sur lesquels on peut modifier des variables. Évidemment, toutes les interactions utilisateurs pourraient entraîner des modifications de variables, donc les on-select des boutons par exemple. Et également, lorsqu'on arrive sur des écrans, on aura peut-être quelquefois besoin de remettre à jour certaines variables, et il y a l'événement onVisible qui à ce moment-là peut être très utile pour ça. Parlons maintenant des différents types de variables et commençons par les variables locales à un écran. Des variables locales à un écran, c'est des variables dont la valeur ne se partage pas entre les différents écrans d'une Canvas App. Elles existent dans un écran, elles n'existent pas dans l'autre. Et dans l'hypothèse où on manipulerait la même variable, ou en tout cas des variables avec le même nom dans deux écrans différents, ce seront bien deux variables différentes. Ces variables sont définies d'un point de vue code par UpdateContext. La fonction UpdateContext que vous allez employer indique à PowerApps qu'on est en train de travailler sur une portée locale à l'écran. Nous voilà devant une Canvas App. Cette Canvas App est composée de deux écrans, l'écran principal, l'écran secondaire. Un troisième écran ici est là pour une présentation subsidiaire, on ne s'y intéresse pas pour l'instant. Lorsqu'on exécute notre application, on a une interface un petit peu mystérieuse ici. On observe un bouton qui peut nous permettre de passer à l'écran secondaire. On revient à l'écran principal. Et on va surtout observer une chose, c'est que nous avons ici la possibilité pour la variable dite d'écran de l'incrémenter. Et j'incrémente encore une fois, encore une fois, encore une fois, jusqu'à atteindre la valeur 5. On va passer maintenant sur le second écran, où en fait ici, la variable écran devrait être affichée. On utilise le même nom de variable, et pour autant on ne voit rien. Et quand on demande un incrément, le fait de demander à incrémenter cette même variable fonctionne, mais par contre on ne repart pas de la valeur 5 qu'on avait sur l'écran précédent. Donc il semblerait que dans ces deux écrans, quand on parle d'une même variable, même nom avec la méthode UpdateContext, et on va aller voir l'implémentation, on est vraiment sur deux variables différentes qui sont propres à chaque écran. Allons voir les dessous de l'affaire. Sur l'écran secondaire ici, que se cache-t-il derrière le bouton plus pour la variable écran? On le voit ici. La formule est très simple, UpdateContext, et on donne sous la forme ici JSON, on va dire, on donne une information quant à la variable, elle s'appelle varEcran, et elle vaudra elle-même plus 1. Voilà. À partir du moment où la variable est manipulée dans un UpdateContext, elle n'appartient en termes de portée qu'à cet écran. Et si on va du côté de l'écran principal, derrière le même bouton, nous avons le même code et on parle bien de la même variable. Donc avec la même variable manipulée dans deux écrans différents, on a deux valeurs différentes, donc le nom est le même, mais par contre les variables sont bien distinctes. Ce sont des variables de portée écran. On précisera aussi
que les variables locales à un écran ne peuvent pas être évoquées, ne peuvent pas être manipulées dans le cadre du onStart. Sur le onStart, il n'est pas question qu'on utilise la méthode updateContext, puisqu'il n'y a pas encore spécialement d'écran actif. Passons maintenant aux variables d'application. Les variables d'application se partagent entre les écrans, et pour cela, on va abandonner la commande updateContext et utiliser la commande set. Observons un exemple. Nous voici toujours face à notre application Canvas App. On va ici la lancer pour tester. Nous voici face à une variable d'application. On est dans le premier écran, l'écran principal. Nous allons, comme tout à l'heure, incrémenter. On est capable de faire monter cette valeur, par exemple, jusqu'à 6. Passons sur l'écran suivant. Eh bien, l'écran suivant, dont le champ ici relate la même variable, affiche la même valeur. Si on incrémente dans ce second écran et qu'on revient sur le premier, eh bien, elle est aussi incrémentée sur le premier écran. Donc, ces deux écrans se partagent la même variable. Si on observe un petit peu ce qu'il y a derrière le bouton, eh bien, derrière le bouton, on voit cette commande set qui met à jour une variable var_app en l'incrémentant de 1. Si on observe le second écran, ce même bouton utilise la même formule. Donc, c'est le même nom de variable qui est utilisé, mais cette fois-ci avec non pas updateContext, mais set. De ce fait, on parle d'une variable commune à tous les écrans de l'application. On peut imaginer définir ces variables sur l'événement onStart de manière à initialiser le comportement de ces variables. Ce qu'on ne peut pas faire avec les variables d'écran qui, elles, n'appartenant qu'à un écran, ne peuvent pas être évoquées sur onStart puisque finalement on est sur du code qui n'est pas associé à un écran particulier. Un troisième type de variable maintenant, les variables d'environnement. Elles se partagent entre les solutions. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des variables que l'on ne crée pas dans une application de Canva, on les crée au niveau de la solution, on peut même les importer dans une solution, et ces variables-là deviennent des objets de solution, sont distribuables avec les solutions d'un environnement à un autre, et sont faites pour être modifiées, et ainsi avoir des conséquences sur la configuration de peut-être plusieurs applications dans la solution. Donc ça va devenir des paramètres qui sont vraiment des paramètres de haut niveau, ils ne sont plus propres à une application, ils sont propres à l'environnement dans lequel on a défini cette variable d'environnement. Elles proviennent de tables. Eh bien oui, il se trouve que ces variables d'environnement sont ensuite stockées dans des tables qui sont Environment Variables Definitions et Environment Variables Values. Il y a une première table, celle des définitions, qui détient le nom de cette variable et qui détient également des identifiants autour de la variable, des informations sur son type, etc. Ce qu'il n'y a pas dedans, c'est la valeur en tant que telle. La seule chose qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la valeur par défaut. Comprenons bien que quand on crée une variable d'environnement, on crée donc une variable de haut niveau, réutilisable dans plusieurs Canvas Apps, réutilisable pourquoi pas également dans des flux Power Automate. Et cette valeur de haut niveau sera redistribuable plus tard dans d'autres environnements, par un export de la solution. Dans d'autres environnements, ces variables de haut niveau auront peut-être une autre valeur. Et si elles ont une autre valeur, il faut pouvoir les corriger. Alors certes, chaque environnement peut donner sa valeur pour cette variable d'environnement, mais quand on distribue une variable d'environnement, si elle n'a pas déjà reçu une valeur, eh bien elle a une valeur par défaut. Donc du coup, dans la table des définitions, on aura le nom, on aura des identifiants et on aura la valeur par défaut de la variable. Et dans la table des values, là, on aura les valeurs propres à une solution qui ont été affectées à cette variable d'environnement. Pour observer tout ça, eh bien, dans le troisième écran environnement, voilà glissé deux data tables. La première data table que nous avons ici, cette première data table est branchée sur Environment Variable Definitions. Quand vous cherchez à affecter une table à une data table, hormis des tables qui viendraient de SQL Server, qui viendraient de je ne sais quelle source que vous avez choisi de configurer, vous pouvez aussi saisir les premiers caractères de Environment Variable Definitions et vous verrez qu'il vous proposera cette table-là. On a isolé ici simplement deux colonnes clés de cette table-là. Les noms que vous avez donnés à vos variables. Il se trouve que j'ai créé actuellement notamment deux variables, mais celle qui va nous intéresser, c'est indice, enfin indice, ici. Et vous noterez que dans cette table, aux côtés du schéma name assez lisible, humainement lisible, on va dire, eh bien, il y a un identifiant, c'est un GUID. Voilà, c'est l'Environment Variable Definition. Et cet identifiant-là, on le retrouve dans une autre table, celle qui est associée
à cette data table 4 ici, et qui est en fait environment variable values. Donc pour retrouver une valeur d'une certaine variable d'environnement, malheureusement, on ne peut pas dans cette simple table des valeurs dire « Ah, je cherche la valeur de la variable indice », parce que le nom de cette variable n'existe pas. Il se pourrait très bien que quelqu'un souhaite, pour X raison, renommer cette variable, et auquel cas, elle serait renommée globalement pour la solution, et il ne faudrait pas que ça impacte toutes les références qui sont faites à cette variable-là. Les applications, les flux Power Automate, qui éventuellement feront référence à cette variable-là, ils feront référence par rapport à sa GUID et pas par rapport à son nom. Donc du coup, dans la table des valeurs, on a les GUID et les valeurs. Ce qui fait que quand on va chercher, nous, dans l'application Canva, à aller au contact de notre environnement de variable, des fois qu'on ait besoin justement de la lire et éventuellement de l'incrémenter, ce qu'on va faire dans la démo, eh bien, il faut d'abord la chercher dans la table des définitions par son nom et obtenir le GUID, puis ensuite chercher dans la table des valeurs avec le GUID qu'on possède et trouver ainsi la valeur. Alors maintenant, si on fait notre petit test, on voit que si on demande à incrémenter la variable d'environnement, le bouton se grise pendant quelques fractions de secondes, il semblerait qu'il y a une action un petit peu lourde derrière. Et bien, à la différence de ce qu'on faisait avec les autres boutons où c'est vraiment de l'incrément en mémoire, ici, on a demandé à faire une mise à jour dans les tables sous-jacentes. Et du coup, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais on observe aussi que si on va dans l'écran numéro 2, eh bien, le second écran, lui aussi, il a la même valeur. De toute façon, une variable d'environnement a une portée qui est encore plus large que la variable d'application, donc ça ne devrait pas nous étonner. Si on observe le code qui traîne derrière, alors là, il y a déjà un premier élément important, c'est qu'il a fallu aller chercher la valeur de cette variable d'environnement dès le démarrage de l'application. Et pour chercher cette variable d'environnement, on a utilisé app et son événement onStart, que voici. Alors, la première chose, ça a été d'essayer de récupérer la clé de cette variable. Vous voyez, on sait qu'elle s'appelle indice et on a cherché la clé de cette variable. On a défini ici une variable def et on vient dire nous allons filtrer la table des définitions. La condition, c'est que le display name de la variable, ce soit indice. Maintenant, ce filtrage pourrait, qui sait, donner plusieurs lignes. Donc, on inclut ce filtrage dans la fonction first pour ne récupérer que la première ligne, même si on se doute qu'on devrait avoir qu'une seule ligne. Puis de cette première ligne, on a récupéré le champ Environment Variable Definition qui nous donne donc cette fameuse GUID. Ça, on peut aller le vérifier dans View et Variables, puisque on voit que dans nos variables globales, puisque ce sont des variables interécran, définies avec set, eh bien def contient bien un élément de type GUID et on voit la valeur ici. Maintenant, dans un deuxième temps, on ne connaît après cette exécution que le GUID de l'indice, on voudrait maintenant sa valeur, eh bien, on va faire une recherche avec filter dans Environment Variable Values, cette fois-ci, en disant, la définition de cette variable, eh bien, elle doit être égale à def, voilà, et du coup, on récupère encore une fois le premier, et on met ça avec set dans varenv. C'est varenv qui va contenir la valeur. Ensuite, observons ce qui se passe derrière ce bouton-là, eh bien, sur son onSelect, on va faire un patch, on va viser la table des valeurs, mais dans la table des valeurs, il faut trouver la ligne qui correspond à la bonne valeur. Donc on réutilise la même formule que dans le onStart, c'est-à-dire qu'en fait, on va localiser l'enregistrement qui correspond à def, c'est-à-dire au GUID, puis on dit, sa valeur est égale à la variable d'environnement plus 1. Et ensuite, on redéfinit la variable d'environnement en faisant cette fois-ci une recherche pour aller au contact justement de la valeur que nous venons de mettre en place. On a observé que ces variables d'environnement étaient finalement des valeurs stockées dans des tables et qu'il fallait, par le biais de first, filter et patch, eh bien, faire des opérations de manipulation de données pour travailler avec nos variables d'environnement. On les a obtenues donc par filter, on a fait des mises à jour par patch. On notera quand même également que cette démonstration se concentre vraiment sur la manipulation de variables au sein d'une application de Canva, mais les variables d'environnement pourraient servir aussi à stocker des données de type data source, et donc ça veut dire des définitions, des chaînes de connexion vers des bases de données, et à ce moment-là, on n'en ferait pas cet usage-là, on les utiliserait lorsque l'on crée des connexions à des sources de données. On pourrait éventuellement dire que la connexion est paramétrée à l'aide de la variable d'environnement, ce qui voudrait dire que quand on distribue notre solution ensuite dans d'autres environnements, eh bien,
nos applications qui sont censées se connecter à des serveurs de données, à des bases de données, n'auront pas d'informations en dur sur ces connexions-là, mais s'en référeront aux variables d'environnement. Mais c'est un autre sujet. Pour terminer, l'élément le plus important quand même, c'est la création même de la variable d'environnement. De retour dans notre solution, pour créer une variable d'environnement, new, more, environment variable. Et là, on met un nom d'affichage, indice 2 par exemple, une description si on le souhaite, et on choisit un type. Alors on a des types assez courants, et on a notamment le data source, dans l'hypothèse où on voudrait que cette variable d'environnement stocke des informations de connexion plutôt que des valeurs brutes, comme on l'a fait nous avec l'indice. On terminera maintenant cette présentation par les collections. Les collections se partagent entre les écrans. Les collections se comportent comme des tables. On va y mettre dedans des sortes d'enregistrements. Ce sont des listes d'enregistrements, mais mémoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les collections une liaison avec une base de données particulière. Alors on pourrait nourrir une collection avec des données qu'on tire d'une base de données, c'est souvent l'usage qu'on en fait, c'est pour faire des sortes de caches de données, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas considéré naturellement comme représentant une base de données. Ça peut contenir des données qu'on lui a copiées dedans, mais ce n'est pas en lien direct avec une source de données. Et rien ne vous interdit, comme on va le faire nous, d'y déposer des valeurs totalement arbitraires dedans, qui n'ont rien à voir avec une quelconque base de données. Les méthodes pour manipuler des collections sont clear, ça va effacer son contenu, collect, ça va rajouter un élément à son contenu. Clear collect, ça va rajouter un premier élément. Nous voilà de retour sur notre application Canvas App. Si nous jouons cette application, observons un petit peu ce qui se passe dans la partie basse de ces écrans. Alors il y a ici une galerie, et on observe que cette galerie affiche le texte Hello. Et en cliquant sur le bouton plus, on s'aperçoit que d'autres chaînes, avec des aléas numériques derrière, apparaissent. Si on va dans l'autre écran, on retrouve exactement les mêmes chaînes et on peut encore en rajouter que l'on retrouve dans l'écran précédent. Donc, on a bien la preuve que les collections sont partagées. Maintenant, allons voir de plus près comment on constitue ces collections. Vous l'avez vu, dès le début, il y avait déjà la chaîne Hello dedans. C'est tout simplement parce que sur le onStart, il y a tout simplement un clear collect qui a été réalisé. Donc, en fait, il est demandé ici d'effacer une collection qui s'appelle liste chaîne, puis de collecter un nouvel enregistrement dedans, un enregistrement qui sera constitué du champ nommé texte, dont la valeur est hello. Alors ici, ce que l'on met, c'est quelque chose de très simple, c'est clé valeur, et il y a juste une clé, juste une valeur. On pourrait éventuellement multiplier à l'aide de virgules à l'intérieur des accolades les couples clé-valeur, et donc du coup, on serait en train de fournir des sortes d'enregistrements, des sortes de lignes de données composées de plusieurs colonnes, en tout cas de plusieurs champs. Là, nous n'aurons qu'un seul élément pour l'instant. Comment avons-nous rajouté les autres éléments? Derrière le bouton plus ici, nous avons le onSelect qui lui fait un collect, pas un clear collect, parce que sinon, à chaque fois, on repartirait d'une liste vide. Et il dit que dans la collection liste chaîne, il y dépose lui aussi un enregistrement avec texte comme colonne, et derrière, le fruit d'une concaténation du texte chaîne avec un aléa fourni par la fonction randBetween qui a besoin de savoir quelles sont les bornes pour trouver l'aléa. Bon, on a demandé ici de 100 à 200. On notera aussi que la galerie qui affiche ces informations-là a comme source liste chaîne, et quand on édite les champs, le seul champ qui a été demandé à l'affichage dans la galerie, c'est le champ texte. Voilà. Mais on aurait pu imaginer que s'il y avait eu plusieurs champs fournis dans les différents éléments de notre collection, on affichait ces champs supplémentaires. Donc on se rappellera que les variables peuvent être des variables simplement de niveau écran, si vous les définissez avec update context. Les variables peuvent être des variables classiques, mais partagées dans toute l'application, si vous les définissez avec set. Les variables peuvent être des valeurs définies en dehors de l'application, au niveau de la solution et même au niveau de l'environnement avec ce qu'on appelle les variables d'environnement. Et enfin, ces variables peuvent être des variables d'application comme celles définies avec set, mais être des variables beaucoup plus complexes parce qu'elles peuvent représenter des tableaux d'enregistrement. On appelle ça les collections. Merci d'avoir suivi cette présentation. À bientôt.